Mon propre fils m'a jeté une pièce de 2 € en me disant « Tenez, achetez-vous un peu de dignité ». La pièce a roulé sur le trottoir gelé, juste à côté de mon carton, et elle a fait un petit bruit sec, métallique, un bruit qui a résonné plus fort que le vacarme des voitures sur le boulevard Haussmann. Je suis resté là, assis, le dos contre le mur froid d'une banque, le vent glacial de décembre s'infiltrant à travers les trous de mon manteau. Je n'ai pas bougé, je l'ai regardé, lui, Antoine, mon fils unique. Il portait un de ces manteaux en cachemire que je lui avais offert pour son anniversaire, des chaussures italiennes qui coûtaient plus cher que ce que certains gagnent en un mois. Il ne m'a pas reconnu. Bien sûr que non. Comment le pourrait-il? Il voyait juste un vieux noir, un de plus, avec une barbe grisonnante mal taillée, des mains sales et des yeux fatigués. Il n'a pas vu son père. Il a vu un déchet, un obstacle sur son chemin vers une soirée de gala. Le mot « dignité », il l'a prononcé avec un tel dédain, un tel mépris, que l'air m'a manqué. J'ai senti mes poumons se serrer, pas à cause du froid, non, mais à cause de la honte. Une honte si profonde, si violente, qu'elle m'a brûlé de l'intérieur. C'est ça donc? C'est ça, la valeur d'un homme à ses yeux? 2 €? À côté de lui, sa fiancée, Amandine, a grimacé. Elle a resserré son écharpe de soie autour de son cou, comme si mon odeur pouvait l'atteindre, la contaminer. Je la connais, cette femme. Je l'ai reçue à ma table, dans mon manoir. Je lui ai servi mon meilleur vin. J'ai écouté ses projets d'avenir avec un sourire poli, tout en sachant qu'elle ne voyait en mon fils qu'un portefeuille bien garni. Ce soir-là, elle m'appelait Monsieur Diarra, avec un respect mielleux. Ce soir, ses yeux disaient autre chose. Ils disaient « Vermine !» Elle a tiré Antoine par le bras, sa voix un murmure aigu et pressé. « Laisse, chérie, ne le touche pas, on va être en retard. Et puis, tu ne sais pas ce qu'il peut avoir. » Elle a dit ça en me regardant droit dans les yeux, sans aucune gêne. Pour elle, je n'étais pas un être humain capable de comprendre ces mots. J'étais une chose, un objet sale. J'ai vu mon fils hocher la tête, se laisser entraîner, jetant un dernier regard dédaigneux par-dessus son épaule. Ils se sont éloignés, leurs silhouettes élégantes se fondant dans la foule pressée et les lumières de Noël qui scintillaient ironiquement au-dessus de ma tête. Le parfum cher d'Amandine a flotté un instant dans l'air, un mélange écœurant de luxe et de cruauté avant d'être balayé par l'odeur de l'urine et du bitume mouillé. La pièce de 2 € est toujours là, brillante sous la lumière crue d'un lampadaire. Elle me nargue. Je ne la ramasserai pas, jamais. Mes doigts sont gourds de froid, mes genoux me font mal à force d'être assis sur ce carton humide. Mais cette douleur physique n'est rien, rien du tout. Ce qui me tue, c'est ce vide glacial dans ma poitrine. Je ferme les yeux et je ne suis plus sur ce boulevard. Je suis dans mon bureau, au dernier étage de ma tour, la tour Diarra. Je peux sentir le cuir de mon fauteuil, voir la vue sur tout Paris, une ville à mes pieds, une ville que j'ai conquise. J'entends encore la voix de mon propre père, un docker sénégalais arrivé ici avec rien d'autre que la force de ses bras. Il me disait toujours « Samuel, un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Ne l'oublie jamais. » Je pensais avoir transmis ça à Antoine. Je lui ai tout donné. Les meilleures écoles, les plus beaux voyages, des opportunités que je n'aurais jamais osé imaginer à son âge. Je voulais qu'il soit fort, mais aussi qu'il soit bon, qu'il ait un cœur,
En le voyant ce soir, je me demande si, en lui donnant tout, je ne lui ai finalement rien laissé. Surtout pas un cœur. Autour de moi, la vie continue. Les gens passent. Un flot ininterrompu de visages pressés, de regards fuyants. Ils me voient, mais ils ne me regardent pas. Je suis devenu une partie du décor, un élément invisible. Une mère serre la main de sa petite fille en passant près de moi, lui murmurant de ne pas regarder. Un couple d'amoureux rit aux éclats, s'embrasse, et je ne suis qu'une ombre floue à la périphérie de leur bonheur. Mon nom est Samuel Diarra. Ce nom, il y a encore une semaine, faisait trembler des conseils d'administration. Il inspirait le respect, la crainte parfois. Les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Aujourd'hui, je suis personne. Un vieux sans-abri, un Africain. J'entends les bribes de conversation, les jugements chuchotés. Encore un. Il devrait les mettre quelque part. Ils ne voient que la couleur de ma peau, les haillons que je porte. Ils ne voient pas l'architecte de leur propre confort, l'homme dont les entreprises emploient des milliers de leurs concitoyens. L'ironie est si amère qu'elle me donne la nausée. Je voulais tester le cœur de mes héritiers, mais je suis en train de tester le cœur du monde entier. Et pour l'instant, il est aussi froid et dur que ce trottoir. Un vigile sort de la boutique de luxe juste derrière moi. Un grand gaillard, engoncé dans un uniforme trop serré. Il ne me parle pas. Il parle dans son talkie-walkie, le regard fixé au loin, comme si j'étais un meuble. Ouais, le vieux est encore là. Il fait fuir la clientèle. Faut le faire bouger. Il fait fuir la clientèle. Moi, Samuel Diarra, qui ai passé ma vie à attirer des clients, des investisseurs, des partenaires. Le monde est vraiment à l'envers. Le vigile s'approche, son pas est lourd. Je m'attends à des cris, à une menace. Mais c'est pire, il me pousse légèrement avec le bout de sa chaussure. Pas un coup violent. Non, juste une petite tape, comme on en donnerait à un chien pour le faire partir. Allez, circulez, faut pas rester là. Ce contact, ce simple contact déshumanisant, c'est la goutte d'eau. La tristesse qui m'écrasait se transforme soudain en une rage froide, une détermination de granit. Je lève lentement la tête et je le regarde. Mes yeux ne sont plus ceux d'un vieil homme brisé. Ils sont ceux du prédateur que j'ai toujours été dans les affaires. Il ne peut pas le voir, bien sûr. Il ne voit qu'un pauvre type. Mais moi, je sais, ce test n'est plus un simple jeu. C'est une guerre. Et je viens de comprendre que pour la gagner, je devais d'abord toucher le fond. Je me lève, lentement, chaque os de mon corps protestant contre l'effort et le froid. Le jeu ne fait que commencer. Vous avez déjà ressenti ça, vous? Ce moment où on vous regarde, mais on ne vous voit pas, comme si vous n'étiez qu'un fantôme. Je me lève et le monde semble tanguer un instant. Ce n'est pas le vin bon marché que j'ai bu plus tôt, non. C'est le poids des souvenirs qui me déséquilibre, ce froid mordant. Il me rappelle un autre froid, celui des hivers de mon enfance, à la goutte d'or. Ça n'avait rien à voir avec ce froid chic et impersonnel des beaux quartiers. C'était un froid humide qui s'infiltrait par les fenêtres mal isolées de notre 2 pièces. Un froid qui sentait le charbon et la soupe de légumes de ma mère. Mon père, Ibrahim, rentrait du port de Gennevilliers, ses mains larges et fortes, crevassées par le travail, sentant le métal gelé et le poisson. Il ne se plaignait jamais, jamais. Le soir, il s'asseyait dans la cuisine et ma mère, Hawa, lui massait les épaules. Il n'y avait pas de luxe,
pas de cachemire, mais il y avait une chaleur que tout l'or du monde ne pourra jamais acheter. C'était ça, la dignité. Ce n'était pas une pièce de 2 € jetée par terre. C'était le regard fier de mon père le soir, quand il posait sur la table le pain qu'il avait gagné à la sueur de son front, un pain qui nourrissait sa famille et son honneur. Il me regardait et me disait « Samuel, ne laisse jamais personne te dire ce que tu vaux, toi seul le sais. » Ma mère, elle, était la reine de notre petit royaume, une couturière aux doigts de fée. Le bruit de sa machine à coudre, Singer, c'était la bande-son de ma jeunesse. Elle transformait des chutes de tissu en robes magnifiques pour les dames du quartier, en costumes impeccables pour les mariages. Elle travaillait jusqu'à tard dans la nuit, ses lunettes sur le bout de son nez, une petite lampe éclairant son visage concentré. C'est d'elle que je tiens ce souci du détail, cette patience infinie pour construire quelque chose de beau à partir de rien. Elle m'a appris à lire, dans les patrons de couture, comme je lirai plus tard, des bilans financiers. Elle disait que chaque fil, chaque point avait son importance et que si un seul était mal placé, toute la structure pouvait s'effondrer. C'est une leçon que j'ai appliquée toute ma vie. Je me demande ce qu'elle dirait aujourd'hui si elle me voyait. Elle ne pleurerait pas. Non, ma mère était trop forte pour ça. Elle me regarderait droit dans les yeux, puis elle regarderait Antoine, et son silence serait plus terrible que n'importe quel cri. Elle saurait, sans que j'aie besoin de lui dire un mot, que la structure que j'ai bâtie menace de s'effondrer à cause d'un fil mal placé. J'étais bon à l'école, pas juste bon, brillant. Les chiffres, c'était mon terrain de jeu. Les équations, les probabilités, pour moi, c'était une langue claire, logique, une langue qui ne mentait pas. Contrairement aux gens, mon rêve, ce n'était pas de devenir riche, c'était de construire, de laisser une marque. Je voulais que le nom Diarra soit gravé sur des immeubles, pas seulement sur une pierre tombale dans un cimetière de banlieue. Mais le monde avait d'autres plans pour un jeune noir, de la goutte d'or. Je me souviens de ce conseiller d'orientation au lycée, un homme gris avec une moustache triste. Il a regardé mes notes exceptionnelles, puis il m'a regardé, moi, et il a dit « Diarra, avec vos capacités, vous feriez un excellent technicien. C'est un métier d'avenir. » Il ne voyait pas un futur polytechnicien. Il voyait un immigré de seconde génération à qui il fallait trouver une place convenable, pas trop haute surtout. Ce jour-là, j'ai compris que le talent ne suffisait pas. Il fallait se battre, pas avec les poings comme les gamins du quartier, mais avec l'intelligence. Il fallait être 2 fois plus malin, 2 fois plus travailleur, juste pour avoir le droit de s'asseoir à la même table. Cette humiliation silencieuse a été le carburant de ma vie. Mon premier vrai travail, c'était sur des chantiers, pas dans un bureau, non. Je portais des sacs de ciment, je coulais du béton. J'ai fait ça pendant 2 ans, tout en suivant des cours du soir en économie et en gestion. Je voulais comprendre la machine de l'intérieur, comprendre comment on passait de la brique à l'empire. Mes collègues se moquaient de moi. L'intello, ils m'appelaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi je lisais le Wall Street Journal pendant la pause déjeuner au lieu de jouer aux cartes. Mais moi, j'apprenais. J'observais les failles, le gaspillage, les inefficacités. J'écoutais les conversations des chefs de chantier et des promoteurs. Je cartographiais le monde que je voulais conquérir. C'est là que j'ai senti pour la première fois l'odeur de l'argent.
un mélange de poussière, de sueur et d'ambition pure. C'est aussi là que j'ai appris que le respect ne se demande pas, il s'arrache. J'ai dû me battre une seule fois contre un contremaître qui m'avait traité de bamboula. Je ne l'ai pas frappé, je l'ai détruit avec des mots, en pointant du doigt devant tout le monde. Une erreur de calcul dans ses plans qui allait coûter des milliers d'euros à l'entreprise. Il a été viré la semaine suivante. Mon premier projet, c'était la rénovation d'un petit immeuble délabré à Belleville. J'avais économisé chaque centime, emprunté de l'argent à des gens peu recommandables, mis en gage tout ce que je n'avais pas. Tout le monde me disait que j'étais fou. L'immeuble était une ruine, mais j'avais vu son potentiel. J'ai travaillé jour et nuit, dormant sur le chantier, faisant moi-même une partie des travaux pour économiser la main-d'œuvre. J'ai tout mis dans ce projet, mon argent, mon temps, mon âme. Le jour de l'inauguration, 6 mois plus tard, j'étais épuisé, mais j'étais l'homme le plus fier du monde. Les appartements se sont vendus en une semaine. J'ai remboursé mes dettes et j'ai fait un bénéfice qui m'a semblé être une fortune. Ce n'était pas l'argent qui comptait, c'était la preuve pour moi et pour le monde entier, que le petit gars de la goutte d'or pouvait construire quelque chose de solide et de durable. Ce jour-là, en regardant la façade propre, les fenêtres neuves, j'ai senti que j'avais posé la première pierre non seulement d'un bâtiment, mais de ma propre vie. Je n'étais plus le fils du docker. J'étais Samuel Diarra, promoteur immobilier. C'est à cette époque que j'ai rencontré Hawa. Elle était étudiante en histoire de l'art. Je l'ai vue pour la première fois dans une petite galerie du Marais. Elle était là, debout devant un tableau abstrait, et elle avait l'air de comprendre quelque chose que tous les autres ignoraient. Elle était belle, d'une beauté douce et intelligente qui n'avait rien à voir avec le tape à l'œil des femmes que je commençais à fréquenter. Elle ne s'est pas intéressée à mon costume cher ou à ma montre. Elle s'est intéressée à mes mains. Elle les a prises dans les siennes et a dit « Ce sont les mains d'un bâtisseur, mais il y a de la tristesse dedans. » Personne ne m'avait jamais lu avec une telle clarté. Hawa, c'était mon encre. Elle voyait au-delà de l'homme d'affaires impitoyable que je devenais. Elle voyait Samuel. Elle me rappelait d'où je venais, pas pour me tirer vers le bas, mais pour que mes racines restent solides, tandis que je grandissais vers le ciel. Elle se moquait de mes ambitions démesurées, mais avec une tendresse qui me donnait la force de les atteindre. Sans elle, la tour Diarra ne serait qu'un tas de verre et d'acier. Avec elle, c'était un foyer. La naissance d'Antoine a tout changé. Tenir ce petit être dans mes bras, c'était une responsabilité plus lourde que n'importe quel conseil d'administration. J'ai juré de lui donner tout ce que je n'avais pas eu. Pas de fenêtre mal isolée, pas de fin de mois difficile, pas de conseiller d'orientation pour lui briser les ailes. Je voulais qu'il ait le monde à ses pieds. Je me souviens d'un été en Toscane. Nous avions loué une villa magnifique. Antoine devait avoir 7 ou 8 ans. Un après-midi, nous étions tous les trois au bord de la piscine. Hawa lisait et moi, j'apprenais à Antoine à faire des ricochets sur l'eau. Il riait aux éclats à chaque fois que la pierre rebondissait. Le soleil se couchait sur les collines. Le ciel était rose et orange. À ce moment précis, j'ai ressenti un bonheur si pur, si parfait, que j'en ai eu peur. J'ai regardé Hawa, elle m'a souri et j'ai pensé, c'est ça la vraie réussite. Pas les contrats,
pas les tours, juste ça. Ce rire d'enfant, ce sourire de femme. J'ai tout fait pour préserver ce moment, pour le mettre sous cloche. Mais le verre finit toujours par se briser. La maladie d'Awa a été une tempête silencieuse. Elle a commencé par une fatigue, des douleurs qu'elle mettait sur le compte du stress. Quand le diagnostic est tombé, le cancer était déjà partout. Le monde que j'avais construit avec tant de soin s'est effondré. J'ai mobilisé les meilleurs médecins, les traitements les plus chers. J'ai essayé d'acheter sa guérison comme j'achetais une entreprise. Mais la mort ne négocie pas de contrat. J'ai passé les derniers mois à son chevet, impuissant. L'homme qui pouvait déplacer des montagnes ne pouvait pas apaiser sa douleur. Un soir, elle était très faible. Elle a sorti de son tiroir un petit gris-gris sénégalais que sa grand-mère lui avait donné. C'est juste un petit sachet de cuir usé rempli d'herbes et de prières. Elle me l'a mis dans la main et a murmuré « Garde ça, Samuel, ça te protégera et n'oublie jamais qui tu es vraiment. » Elle est partie 2 jours plus tard. Depuis ce jour, ce gris-gris ne me quitte jamais. Il est là, dans la poche intérieure de ce manteau sale, contre ma peau. C'est la seule chose de valeur que je possède encore. C'est mon cœur. Après la mort d'Awa, un voile est tombé sur ma vie. La joie s'est éteinte. Je me suis jeté dans le travail comme un forcené, construisant mon empire avec une rage froide. Chaque nouvelle tour, chaque nouveau contrat, c'était une pierre de plus sur sa tombe, une façon de crier au ciel qu'elle n'était pas partie pour rien. Et puis, il y avait Antoine. Je l'ai couvert d'or pour combler le vide. Voiture de sport, appartement de luxe, compte en banque illimité. Je pensais acheter son bonheur, apaiser ma propre culpabilité de ne pas avoir été assez présent, trop occupé à bâtir un royaume pour un prince qui n'avait jamais connu la faim. Je lui ai donné le pouvoir sans la responsabilité, la richesse, sans la valeur du travail. Je lui ai montré le sommet de la montagne sans jamais lui apprendre à la gravir. Je voulais en faire un roi. J'en ai fait un enfant gâté, arrogant, incapable de voir au-delà de son propre reflet. Je me souviens de son 25e anniversaire. Je lui ai offert une participation majoritaire dans l'une de mes filiales. Il m'a à peine remercié avant de demander les clés de la nouvelle Aston Martin que je lui avais aussi achetée. Ce soir-là, en le regardant, j'ai vu pour la première fois un étranger, le contraste entre ma vie d'avant et celle-ci. C'est un gouffre vertigineux. Il y a une semaine, je me suis réveillé dans des draps de soie égyptienne, dans mon penthouse qui domine tout Paris. Mon petit déjeuner m'a été servi sur une terrasse avec une vue à couper le souffle. Mon chauffeur m'attendait en bas. Ma journée était une succession de réunions stratégiques, de décisions qui affectaient la vie de milliers de personnes. Ma parole était loi. Les gens me craignaient, me respectaient, me flattaient. Mon nom ouvrait toutes les portes. Quand je parlais, on m'écoutait. Aujourd'hui, je me suis réveillé sur un carton trempé par la rosée du matin. Le dos endolori. Mon petit déjeuner a été un quignon de pain rassis trouvé dans une poubelle. Ma journée sera une longue lutte contre le froid, la faim et l'indifférence. Ma parole se perd dans le bruit de la circulation. Je suis invisible. Les gens posent leur regard sur moi une fraction de seconde, avec un mélange de pitié, de dégoût et de peur, avant de détourner les yeux. Avant, j'étais un acteur du monde. Maintenant, je suis un débris sur son trottoir. L'ironie, c'est que je ne me suis jamais senti aussi lucide.
Je me souviens du dernier dîner, avant de tout quitter. C'était dans un grand restaurant étoilé. Antoine et Amandine étaient là, ainsi que quelques-uns de mes principaux directeurs. Ils parlaient d'acquisition, de dividendes, de plans d'expansion. Ils se disputaient déjà les restes de mon empire, alors que j'étais encore bien vivant, assis à la même table. Antoine, surtout, il parlait de moderniser la vision de l'entreprise, de couper les branches mortes. Les branches mortes, c'étaient les projets sociaux que j'avais lancés, les fondations que j'avais créées en mémoire d'Awa. Pour lui, ce n'étaient que des lignes de coût sur un bilan. Amandine l'encourageait, son regard brillant de cupidité. J'étais assis là, buvant mon château Pétrus à 20 000 € la bouteille, et je me sentais plus seul que jamais. Je ne reconnaissais plus mon fils. J'ai vu en lui le reflet de ma propre arrogance, mais sans le cœur, sans l'histoire, sans la sueur et les larmes qui avaient tout cimenté. J'ai vu un héritier, pas un successeur. C'est à ce moment précis que l'idée a germé. Une idée folle, dangereuse, l'idée de ce test. Le seul qui est au courant, c'est mon plus vieil ami, mon avocat depuis 30 ans, maître Dubois. Un petit homme sec, d'une loyauté à toute épreuve. Je l'ai convoqué dans mon bureau le lendemain. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville que j'avais conquise. Je lui ai tout expliqué. Mon plan de disparaître, de me faire passer pour mort ou en fuite, et d'observer, depuis la rue, la véritable nature de ceux qui allaient hériter de ma vie. Il a d'abord cru que j'avais perdu la tête. Il a essayé de m'en dissuader, à parler des risques, de la folie du projet. Mais il a vu dans mes yeux que ma décision était prise. Il connaît ma ténacité. Il m'a regardé longuement, puis il a soupiré et a dit « Samuel, tu as toujours été un joueur de poker, mais là, tu mises la maison. » Je lui ai répondu « Non, Jean-Luc, je ne mise pas la maison. Je vérifie si les fondations sont encore saines. Et s'il faut tout raser pour reconstruire sur des bases solides, alors je le ferai. » Il a organisé ma disparition, créé de faux transferts de fonds vers des paradis fiscaux pour donner l'impression d'une fuite. Il est mon seul contact avec mon ancienne vie, mon seul œil dans la citadelle. Cette expérience, cette chute volontaire, m'a appris plus sur la nature humaine en une semaine que durant toute une vie de succès. Dans les affaires, j'ai connu la trahison, la duplicité, la flatterie. Mais c'était un jeu, avec des règles, même si elles étaient tordues. Ici, dans la rue, il n'y a pas de règles. Il n'y a que la vérité brute. J'ai vu des choses qui m'ont brisé le cœur. Des jeunes, à peine sortis de l'adolescence, chassés de chez eux. Des personnes âgées, abandonnées par leur famille. Des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont tout perdu sur un coup du sort. Mais j'ai aussi vu une solidarité que je n'aurais jamais imaginée. Un autre sans-abri, un vieux Marocain nommé Youssef, a partagé avec moi la moitié de son sandwich hier soir, sans même que je le demande. Il a vu que je grelottais et il m'a montré comment isoler mon carton avec des journaux. Il ne m'a pas demandé mon histoire, il a juste vu un autre homme dans le besoin. Cet acte de pure gentillesse, de la part d'un homme qui n'a rien, a eu plus de valeur pour moi que tous les chèques que j'ai pu signer dans ma vie. Je porte en moi les fantômes de tous les hommes que j'ai été, l'enfant de la goutte d'or qui rêvait devant les vitrines de Noël, le jeune loup aux dents longues qui voulait dévorer le monde, le mari aimant qui a tenu la main de sa femme jusqu'à son dernier souffle,
le père qui a échoué à transmettre l'essentiel, le titan des affaires, respecté et craint, et maintenant le sans-abri, l'invisible. Toutes ces vies cohabitent en moi, ici, sur ce trottoir. Parfois, la nuit, quand le silence se fait et que la ville retient son souffle, je ferme les yeux et je peux presque sentir le cuir de mon fauteuil, l'odeur de mes livres, le son de la voix d'Awa. C'est une torture et une bénédiction. Ça me rappelle ce que j'ai perdu, mais aussi pourquoi je suis là. Ce n'est plus seulement pour Antoine, c'est pour mon père, pour sa sueur et sa fierté. C'est pour ma mère, pour ses mains abîmées par l'aiguille. C'est pour Hawa, pour son amour et sa sagesse. Je ne peux pas laisser leur héritage être souillé par l'arrogance et la cupidité. Je touche le petit gris-gris dans ma poche. Il est chaud, comme s'il contenait encore un peu de la chaleur de la main d'Hawa. Cet objet, ce petit morceau de cuir usé, a plus de sens que tous les buildings que j'ai érigés. Eux, ils peuvent être vendus, détruits, rebaptisés. Ils sont froids, impersonnels. Mais ça, c'est une promesse faite à la femme que j'aimais, une promesse de ne jamais oublier l'homme que j'étais. En me regardant dans le reflet sombre d'une vitrine de luxe, je ne vois plus le PDG ou le clochard. Je vois Samuel, juste Samuel, un homme dépouillé de tout, sauf de l'essentiel. La colère que j'ai ressentie face à mon fils s'est muée en une sorte de calme glacial. Ce n'est plus une affaire personnelle, c'est une question de principe. Mon père disait qu'un homme se mesure à ce qu'il est, pas à ce qu'il a. Je vais prouver qu'il avait raison, je vais leur montrer que l'homme invisible qu'ils méprisent est celui qui tient tous les fils de leur destin. Le plus dur, ce n'est pas le froid, ni la faim, c'est l'invisibilité. C'est de sentir les regards vous traverser comme si vous étiez du verre. C'est d'entendre les gens parler de vous à la troisième personne alors que vous êtes à 2 mètres d'eux. Cette déshumanisation est une mort lente. Avant, ma présence changeait l'atmosphère d'une pièce. Maintenant, mon absence ne changerait rien. Je suis devenu un élément du décor urbain, au même titre qu'une bouche d'égout ou un parc-mètre. Et je me demande combien de rois déchus, combien de bâtisseurs oubliés, combien de cœurs brisés sont assis comme moi sur les trottoirs de ce monde. Combien d'histoires incroyables se cachent derrière ces visages que l'on s'empresse d'oublier. Ce test, au départ, était pour mon fils, mais je réalise maintenant qu'il est aussi pour moi. C'est une épreuve du feu pour mon âme, pour savoir si, une fois qu'on m'a tout enlevé, il reste encore quelque chose de l'homme que mon père et ma mère ont élevé. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui reste de vous, une fois qu'on vous a retiré votre nom, votre travail, votre maison? Je marche. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Mettre un pied devant l'autre sur ce bitume glacé qui semble me voler la moindre parcelle de chaleur. Le vent s'engouffre dans les grandes avenues. Il hurle comme un animal blessé. Et chaque rafale est une lame de rasoir sur ma peau. J'ai faim. Ce n'est pas la petite faim polie qu'on ressent avant un repas d'affaires. Celle qui vous fait anticiper le goût d'un homard grillé ou d'un carré d'agneau. Non, c'est une faim viscérale, une crampe qui tord mes entrailles, un trou noir qui menace de tout aspirer. Je passe devant la vitrine d'une boulangerie. L'odeur du pain chaud, de la viennoiserie dorée, me frappe en plein visage. C'est une torture. Je vois les gens à l'intérieur, dans la chaleur, riant, choisissant leur croissant, leur pain au chocolat, sans même se rendre compte
du miracle qu'ils accomplissent. Pour eux, c'est normal. Pour moi, cette vitrine est aussi lointaine et inaccessible que la lune. Je me souviens d'un dîner à Dubaï sur le toit d'un gratte-ciel. Il y avait des fontaines, des montagnes de fruits de mer, des vins que je n'oserais même plus nommer. J'ai mangé sans faim, par habitude, par convention sociale. Aujourd'hui, je tuerais pour le talon de pain rassis que cette femme jette aux pigeons. Les pigeons, eux au moins, on les nourrit. Ils se rassemblent, ils roucoulent, ils prennent ce qu'on leur donne sans que personne ne les chasse avec dégoût. Moi, je suis moins qu'un pigeon. Je suis une nuisance. Je continue de marcher sans but précis, juste pour ne pas geler sur place. Mes articulations sont rouillées, chaque pas est un effort. Je vois les lumières d'une église, un grand portail en bois sculpté. Saint-Augustin. Je me souviens y être entré une fois avec Hawa pour un concert de musique sacrée. La beauté des lieux nous avait saisis. La lumière filtrant à travers les vitraux, la résonance de l'orgue. C'était un havre de paix. Je me dis qu'à l'intérieur, il doit faire chaud, un peu de chaleur, un banc pour reposer mon corps endolori. C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas prier, je ne veux pas déranger, juste exister au chaud pendant quelques minutes. Je pousse la lourde porte. L'odeur de l'encens froid et de la cire me parvient, familière et réconfortante. Je fais un pas à l'intérieur, dans la pénombre silencieuse. Je n'ai même pas le temps de sentir la chaleur sur mon visage. Une voix sèche, autoritaire, me coupe dans mon élan. « Monsieur, on ne peut pas entrer comme ça. » C'est une femme, la soixantaine, vêtue de sombre, un trousseau de clés à la main. Elle me barre le passage, son corps frêle formant une barrière infranchissable. Son regard me jauge de la tête aux pieds et je vois le verdict tomber dans ses yeux avant même qu'elle ne parle. Sale, indésirable, dangereux. Je murmure, ma voix rauque à cause du froid et du manque d'usage, juste pour me réchauffer 5 minutes. Ma demande est si simple, si humaine, mais elle secoue la tête, un pli de dégoût au coin des lèvres. Nous préparons l'office du soir. Vous ne pouvez pas rester. Et puis, vous comprenez bien. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment la maison de Dieu, un lieu qui prêche l'amour du prochain et l'accueil des plus démunis, peut me fermer sa porte au nez. Elle ne voit pas un homme qui a froid. Elle voit un problème potentiel. Quelqu'un qui pourrait sentir mauvais, déranger ses paroissiens bien pensants, peut-être même voler dans le tronc. La présomption de culpabilité est gravée sur mon visage, dans la couleur de ma peau, dans mes vêtements déchirés. Elle fait un pas vers moi, protectrice de son sanctuaire. S'il vous plaît, partez, n'insistez pas, ou j'appelle la police. La police. Pour avoir voulu me réchauffer dans une église. Je recule, le cœur lourd. La porte se referme dans mon dos avec un bruit sourd et final. Dehors, le vent me semble encore plus glacial. Je reprends ma marche erratique, la honte me brûlant les joues. Chaque porte fermée est un rappel. Tu n'es rien, tu n'as pas ta place. Un peu plus loin, dans une petite rue, je vois un jeune livreur qui se bat avec son diable. Il essaie de monter sur le trottoir une pile de cartons qui menace de s'effondrer à chaque instant. Il est jeune, transpirant malgré le froid, pestant contre sa charge. Je le regarde et je vois tout de suite le problème. L'angle d'attaque est mauvais, la répartition du poids est catastrophique. Mon cerveau, l'ancien cerveau de Samuel Diarra, l'expert
en logistique et en optimisation s'active automatiquement. Sans même réfléchir, je m'approche. « Excusez-moi, jeune homme, dis-je, d'une voix que j'essaie de rendre assurée. Si vous basculez légèrement le poids vers l'arrière et que vous prenez le trottoir en diagonale, ça passera tout seul. C'est un conseil simple, pratique, un conseil qui pourrait lui faire gagner du temps et de l'énergie. Je m'attends à un merci, peut-être à un regard surpris. Je reçois une décharge de haine pure. Le jeune homme se retourne brusquement, ses yeux pleins de méfiance et d'agressivité. « Dégage, le vieux! Occupe-toi de tes affaires! Tu crois que je vais te laisser approcher de ma marchandise ?» Son accusation me frappe comme un coup de poing en pleine poitrine. Il pense que je veux lui voler ses cartons? Moi. Un homme qui a brassé des milliards. L'idée est si absurde, si grotesque, qu'un rire amer me monte à la gorge, mais il reste coincé. Je vois dans son regard cette peur irrationnelle de l'autre, du pauvre, du noir. Pour lui, je ne suis pas un passant qui offre son aide, je suis une menace, un prédateur qui rôde. Il resserre sa prise sur son diable, comme pour protéger son trésor. « Allez, casse-toi, j'ai pas de temps à perdre avec les clodos comme toi, va faire la manche ailleurs. » Le mot « clodo » claque dans l'air froid. Il me réduit à une étiquette. Il efface tout ce que j'ai été, tout ce que je suis. J'ai voulu offrir un fragment de mon savoir, de mon expérience, la seule chose qu'on ne m'a pas encore enlevée. Et on me l'a jeté à la figure comme une ordure. Je lève les mains en signe de paix. Un geste qui me coûte une fierté immense. Et je m'éloigne sans un mot. Derrière moi, je l'entends qui force encore sur sa charge les cartons qui tanguent dangereusement. Il va probablement tout faire tomber. Et ce sera entièrement de sa faute. Mais dans son esprit, ce sera sans doute encore la mienne. La faim est revenue, plus forte, plus insistante. C'est une bête qui me ronge de l'intérieur. Je passe devant un petit supermarché de quartier. La porte automatique s'ouvre, laissant échapper une bouffée d'air chaud et une odeur de poulet rôti. Mon estomac se contracte si violemment que je dois m'appuyer contre le mur. Je ne peux pas entrer. Je sais ce qui arriverait. Le vigile à l'entrée, un homme massif qui regarde tout le monde avec suspicion, me repérerait en une seconde. Il ne me laisserait même pas franchir le seuil. Il me suivrait dans les rayons, ses pas lourds derrière moi, me faisant sentir comme un voleur avant même que j'aie pensé à prendre quoi que ce soit. Je me souviens d'avoir inauguré un centre commercial, une de mes plus grandes fiertés. J'avais fait un discours sur l'importance de créer des lieux de vie, des espaces ouverts à tous. Quelle blague! Ces lieux ne sont ouverts qu'à ceux qui peuvent payer. Pour les autres, ce sont des forteresses de verre et d'acier, conçues pour nous maintenir à l'extérieur, pour protéger la richesse de la pauvreté. Je m'assois sur une marche, à l'écart, et je regarde les gens entrer et sortir avec leurs sacs pleins. Une mère donne un biscuit à son enfant qui pleure. L'enfant en laisse tomber la moitié par terre. Il s'éloigne. Le biscuit est là, sur le trottoir sale. Je le regarde. Mon cerveau hurle « Ramasse-le !» Mais ma fierté, ce dernier rempart dérisoire, me paralyse. Le ciel s'assombrit. Les lumières de la ville s'allument, créant une fausse chaleur, une fausse gaieté. Les rues sont encore plus bondées. C'est l'heure de la sortie des bureaux. Des hommes et des femmes en costume, le visage fermé, pressés de rentrer chez eux. Ils me frôlent, me bousculent parfois,
sans un mot d'excuse, sans même un regard. Je n'existe pas. Je suis un obstacle invisible, un rocher dans le courant de leur vie affairée. Une femme élégante, parlant fort dans son téléphone, me marche sur la main que j'avais posée à plat sur mon carton pour la réchauffer. La douleur est fulgurante. Je retire ma main avec un cri étouffé. Elle s'arrête une seconde, non pas pour s'excuser, mais pour me lancer un regard furieux, comme si c'était ma faute, comme si ma main n'avait rien à faire là, sur son chemin. « Faites attention où vous mettez vos affaires », lance-t-elle, avant de reprendre sa conversation et de s'éloigner. Mes affaires. Ma main, c'est une affaire, un objet. Je regarde ma paume écrasée, les larmes me montent aux yeux, des larmes de rage et d'impuissance. Je serre le poing, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. La douleur physique est presque un soulagement. Elle me prouve que je suis encore vivant. Je décide de tenter ma chance dans le métro. Au moins, sous terre, il n'y a pas de vent. Je descends les escaliers, l'odeur caractéristique de la poussière, de l'ozone et de la misère humaine me prend à la gorge. C'est un monde à part, un labyrinthe de couloirs froids et bruyants. Je n'ai pas de ticket, bien sûr. Je me poste près d'un tourniquet et j'attends. J'essaie la technique du passage en fraude, en me collant derrière quelqu'un. La première personne, un jeune homme avec des écouteurs, ne me voit même pas. La deuxième, une femme, pousse un petit cri et accélère, me laissant bloqué par la porte qui se referme. La troisième fois, c'est un homme en costume qui se retourne et me toise. « Vous n'avez pas honte ?» me dit-il, sa voix pleine de mépris. « Payez votre passage comme tout le monde. » Je voudrais lui répondre, lui dire que je n'ai pas un centime, lui dire que l'entreprise pour laquelle il travaille paie probablement un loyer exorbitant pour ses bureaux dans une des tours que j'ai construites. Mais à quoi bon? Il ne verrait que l'apparence, il ne verrait qu'un fraudeur. Je baisse la tête et je m'éloigne du tourniquet, vaincu. Même l'accès au sous-sol de la ville m'est refusé. Je m'assois sur les marches, dans le courant d'air incessant des bouches de ventilation. Le bruit est assourdissant. Le grondement des rames, les annonces métalliques, le brouhaha des conversations. Des milliers de personnes passent devant moi, des visages de toutes les couleurs, de tous les âges. Et dans tous ces regards, je cherche une étincelle de reconnaissance, un signe que je suis un être humain comme eux. Je ne trouve que de l'indifférence, de la gêne ou de la peur. Un groupe d'adolescents passe en riant. L'un d'eux me désigne du menton. « Putain, Matt le zombie. » Ces amis ricanent. Un zombie. C'est ça que je suis devenu pour eux. Un mort-vivant, une créature sans âme et sans histoire. Je me souviens d'Antoine, à leur âge. Je l'emmenais au musée, à l'opéra. Je voulais ouvrir son esprit, lui apprendre l'empathie, le respect de l'autre. Comment un enfant élevé dans la beauté et la culture a-t-il pu devenir cet homme qui jette une pièce à son propre père en lui parlant de dignité? La question me hante. Elle tourne en boucle dans ma tête, comme un disque rayé. Où est-ce que j'ai échoué? Quand est-ce que le fil s'est cassé? Je n'ai pas de réponse, juste le froid et le bruit. Soudain, une agitation. 2 agents de la sûreté ferroviaire descendent les escaliers. Ils sont grands, massifs. Leurs uniformes leur donnent une autorité écrasante. Leur regard balaie la foule, mais ils s'arrêtent sur moi. Immédiatement. Je suis la seule personne assise, la seule personne qui ne bouge pas. Je suis l'anomalie. Ils se dirigent droit vers moi, leurs pas résonnant sur le carrelage.
Mon cœur se met à battre plus vite. Je n'ai rien fait. Je suis juste assis là. Mais je sais que ça n'a pas d'importance. Pour eux, ma simple présence est un délit. Papier, s'il vous plaît, lance le plus âgé, sans même un bonjour. Sa voix est plate, sans émotion. Je secoue la tête. Je n'ai rien sur moi. Le deuxième, plus jeune, plus zélé, fait un pas en avant. Comment ça, vous n'avez rien? Vous n'avez pas de nom? Vous n'existez pas? C'est une bonne question. Est-ce que j'existe encore? Pour l'état civil, Samuel Diarra a disparu, probablement en fuite à l'étranger avec des millions. Pour ces deux hommes, je suis un sans-papier, un sans-nom, un problème à régler. L'ironie est si cruelle que j'ai envie de pleurer. J'ai une identité, une histoire, un nom qui a fait la une des journaux économiques. Mais ici, dans ce couloir de métro, tout ça ne vaut rien. Levez-vous, videz vos poches. L'ordre est sec, sans appel. Je m'exécute lentement, chaque mouvement une humiliation. Je me lève, mes genoux craquent. Je retourne les poches de mon pantalon et de mon manteau. Il n'en sort que quelques miettes, un bout de ficelle et un vieux mouchoir en papier. Le plus jeune ricane. Un vrai trésor. Son collègue reste impassible. Il me dévisage. Ses yeux sont froids et vides. Vous ne pouvez pas rester là. C'est une infraction. Vous gênez la circulation. Je regarde autour de moi. Le couloir est large. Je ne gêne personne. Les gens font un large détour pour nous éviter, pressant le pas, ne voulant surtout pas être impliqués. Je suis seul face à eux. Où voulez-vous que j'aille? Je demande, ma voix à peine un murmure. Le plus jeune hausse les épaules. C'est pas notre problème, dehors, et qu'on ne vous revoit pas ici. Ils ne me touchent pas. Ils n'en ont pas besoin. Leur mépris est plus efficace que n'importe quelle matraque. Ils me raccompagnent jusqu'à la sortie, comme un criminel. Je remonte les escaliers, repoussé à la surface, banni du monde souterrain. Dehors, la nuit est tombée. La pluie a commencé, une pluie fine et glaciale qui se transforme en grésil. Le sentiment d'injustice me submerge. J'ai toujours respecté la loi. J'ai payé des millions d'euros d'impôts. J'ai créé des milliers d'emplois. J'ai participé à la construction de ce pays. Et aujourd'hui, on me traite comme un paria. On me refuse le simple droit de m'abriter de la pluie dans un espace public. La colère monte en moi, une colère froide et puissante. Ce n'est plus un test. C'est devenu une guerre silencieuse, une guerre contre l'indifférence, contre le mépris, contre un système qui broie les plus faibles. Je marche sous la pluie, sentant l'eau s'infiltrer à travers mon manteau, me glaçant jusqu'aux os. Je longe les vitrines illuminées du boulevard Haussmann. Des mannequins sans âme me regardent avec leurs yeux de verre, vêtus de tenues qui coûtent plus cher que ce qu'il faudrait pour nourrir une famille pendant 1 an. C'est mon monde, ça. Le monde que j'ai contribué à bâtir. Un monde de surface brillante et de cœur vide. Un monde où l'on s'extasie devant un sac à main à 5 000 €, mais où l'on détourne le regard devant un homme qui meurt de froid. Je trouve refuge sous l'auvent d'un cinéma. Le film à l'affiche est une comédie romantique. Des gens entrent en couple, riant, se tenant par la main, impatients de passer 2 heures dans un monde parfait où tout finit bien. Je les regarde et je me sens comme un extraterrestre observant une espèce inconnue. L'amour, le rire, la légèreté, tout ça me semble appartenir à une autre vie. Ma vie avec Hawa. Je ferme les yeux et je peux presque sentir son parfum, entendre son rire. C'était mon encre,
ma boussole. Sans elle, je suis un navire à la dérive dans une mer de glace. Un homme assis à côté de moi, un autre naufragé de la vie, sort une flasque de sa poche. Il me la tend sans un mot. Je la prends, je bois une longue gorgée. L'alcool bon marché me brûle la gorge et l'estomac, mais elle propage une chaleur trompeuse dans mes veines. Je lui rends la flasque. Nos regards se croisent. Il n'y a pas de pitié dans ses yeux, juste une compréhension muette. Nous sommes de la même fraternité. Celle des invisibles. C'est là que ça se produit. La dernière goutte, le moment où tout bascule. Une voiture de luxe, une Bentley noire, s'arrête juste devant le cinéma. Un chauffeur en uniforme sort pour ouvrir la portière arrière. Et qui en descend ? Antoine et Amandine. Ils sont habillés pour une soirée de gala. Lui en smoking impeccable. Elle dans une robe scintillante qui laisse son dos nu malgré le froid. Ils rient. Ils sont beaux, riches, puissants. Ils sont l'image même du succès. Ils passent à moins de 3 mètres de moi. Antoine ne me voit pas. Son regard passe sur moi sans s'arrêter, comme si je faisais partie du mur. Mais Amandine, elle, me voit. Nos yeux se croisent pendant une fraction de seconde. Et ce que je vois dans son regard me glace le sang plus que la pluie et le vent réunis. Ce n'est pas du mépris, pas de la pitié, pas même du dégoût. C'est pire, c'est une absence totale de reconnaissance. Pour elle, je ne suis pas un être humain. Je suis une chose, une tache sur le décor de sa soirée parfaite, un insecte. Elle détourne la tête avec un léger frisson, comme si elle venait de voir quelque chose de sale, et resserre le bras de mon fils. Ils entrent dans le hall du cinéma qui a été privatisé pour un événement. Je les regarde disparaître derrière les portes vitrées et je reste là, sous la pluie, trempé, affamé, anéanti. Ce n'est pas la réaction de mon fils qui me détruit cette fois, c'est la sienne. Le regard d'Amandine. Ce regard m'a dépouillé de ma dernière parcelle d'humanité. J'ai enduré le mépris, les insultes, la suspicion. Mais j'avais toujours le sentiment au fond de moi d'être un homme qui jouait un rôle. Un roi déguisé en mendiant. Mais ce regard a brisé le déguisement. Il m'a fait comprendre que pour le monde, pour ces gens-là, le déguisement est la réalité. Je ne suis pas un homme qui fait semblant d'être un sans-abri. Je suis un sans-abri, point. Il n'y a rien en dessous. Pas d'histoire, pas d'âme, pas de Samuel Diarra. Juste un déchet, un objet, une chose dont on se détourne avec un frisson. La société ne me rejette pas, elle m'a effacé. Je sens quelque chose se briser en moi. Ce n'est pas la colère, pas la tristesse. C'est un calme terrifiant, une lucidité absolue. Je comprends maintenant. Je voulais tester le cœur de mes héritiers, mais j'ai découvert quelque chose de bien plus terrible. Le vide, l'absence totale de cœur, pas seulement chez eux, mais partout autour de moi. Dans l'église, chez le livreur, dans le regard des policiers, dans les yeux de cette femme. J'ai cherché une lueur d'humanité et je n'ai trouvé que des miroirs reflétant mes propres haillons. Le test est terminé. Pas celui que j'avais prévu, mais un autre, bien plus profond. Je sais maintenant ce que le monde voit quand il me regarde. Et je sais ce que je dois faire. Il ne s'agit plus de récupérer mon héritage ou de donner une leçon à mon fils. Il s'agit de survivre, non pas au froid ou à la faim, mais à cette déshumanisation. Il s'agit de prouver, ne serait-ce qu'à moi-même, que sous ces vêtements sales, il y a encore un homme. Le gris-gris d'Awa est toujours là, dans ma poche, contre ma peau. Il est la seule chose chaude sur moi. Je le serre dans ma main.
c'est mon encre. C'est le souvenir de qui j'étais et la promesse de qui je redeviendrai. Mais je ne serai plus le même. On ne peut pas traverser un tel désert et en revenir indemne. La pluie redouble d'intensité, lavant les trottoirs, mais elle ne peut pas laver la souillure que je ressens à l'intérieur. Je regarde mon reflet dans une flaque d'eau. Un visage émacié, une barbe grise, des yeux vides. Le zombie, le clodo, l'insecte. C'est ce qu'ils voient. Très bien. Ils ont créé un monstre d'invisibilité. Ils ne savent pas encore que ce monstre a une mémoire et qu'il est sur le point de leur rappeler, de la manière la plus brutale qui soit, que même les fantômes peuvent revenir hanter les vivants. Le jeu a changé de nature. Ce n'est plus une partie d'échecs. C'est une question de survie. Et moi, Samuel Diarra, j'ai toujours été un survivant. Je me lève, le dos droit, malgré le froid qui me paralyse. Je ne regarde plus les gens, je les observe. Chaque visage indifférent, chaque regard fuyant, chaque porte fermée n'est plus une humiliation. C'est une information, une donnée. Je suis redevenu l'homme d'affaires, le stratège. Mon terrain de jeu n'est plus la salle du conseil, c'est la rue. Mes actifs ne sont plus des actions et des immeubles, mais la connaissance intime de la face cachée de ce monde. Ils m'ont poussé au fond du gouffre, pensant s'être débarrassés de moi. Ils ont commis une erreur fondamentale. Ils ont oublié que c'est depuis le fond qu'on a la meilleure vue sur les fissures des fondations. Et les fondations de leur monde, de mon ancien monde, sont sur le point de s'effondrer. Je commence à marcher, non plus au hasard, mais avec un but. Je me dirige vers le quartier des affaires, vers ma tour, la tour Diarra. Je ne vais pas y entrer, pas encore. Je vais juste la regarder, me rappeler ce que j'ai bâti et ce que je suis sur le point de détruire pour tout reconstruire. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir si invisible que vous avez commencé à douter de votre propre existence? Je suis retourné devant ma tour, la tour Diarra. Je suis là, de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre d'un porche. C'est un monstre de verre et d'acier qui déchire le ciel nocturne de Paris, un phare de la puissance et de la réussite, ma réussite. Chaque fenêtre allumée est une histoire, une vie, un salaire que je payais. De cet angle, je vois les lumières danser, s'éteindre et s'allumer selon un rythme que je connais par cœur. La salle du conseil au 42e étage, toujours allumée tard, symbole d'une ambition qui ne dort jamais. Le bureau d'Antoine, au 40e, dont la lumière vient de s'éteindre. Il est donc bien parti à sa soirée. Je peux compter les fenêtres, 1742 pour être exact sur cette façade. Je peux vous dire quelle entreprise loue quel étage, quelle était leur performance boursière à la clôture hier et quel type de café est servi à la cafétéria du 12e. Les gens pensent que ma force, c'était ma capacité à prendre des risques, mon flair pour les affaires. C'est faux. Ma véritable force, mon secret, c'est que je n'oublie rien, absolument rien. Ce n'est pas une simple bonne mémoire, c'est une architecture mentale. Je vois le monde non pas comme une série d'événements, mais comme un ensemble infini de données interconnectées, de motifs, de schémas. Et ce soir, dans le froid mordant, cette capacité est la seule chose qui me reste. Ce don, ou cette malédiction, je l'ai depuis l'enfance. À l'école, je n'apprenais pas les leçons, je les photographiais dans mon esprit. Je pouvais réciter des pages entières de Molière après une seule lecture,
résoudre des problèmes mathématiques complexes en visualisant les équations comme des structures en 3 dimensions. Mon père, Ibrahim, ne comprenait pas. Pour lui, un homme intelligent, c'était un homme qui travaillait dur de ses mains, qui savait lire le ciel pour savoir si la pluie allait tomber. Il me regardait parfois avec une sorte d'inquiétude, comme si j'étais trop fragile pour ce monde. La tête, c'est bien, Samuel, me disait-il en posant sa main large et calleuse sur mon crâne. Mais n'oublie jamais la terre sous tes pieds. J'ai passé ma vie à essayer de concilier les deux. J'ai utilisé cette mémoire eidétique pour m'élever au-dessus de la condition que la société m'avait assignée. J'ai mémorisé les codes du bâtiment, les lois fiscales, les fluctuations du marché. J'ai écouté des conversations dans des cafés, retenant chaque chiffre, chaque nom, chaque promesse murmurée. J'ai bâti un empire sur les détails que les autres oubliaient, sur les motifs qu'ils étaient incapables de voir. Je suis devenu un prédateur silencieux dans un océan de requins, mon esprit une arme invisible et mortelle. La seule personne qui n'a jamais eu peur de mon esprit, c'était Hawa. Elle était fascinée. Elle ne voyait pas l'outil. Elle voyait la poésie. Elle disait que j'avais une bibliothèque dans la tête et elle adorait s'y promener. Je me souviens d'un après-midi au musée d'Orsay, devant un tableau de Monet. Les autres voyaient des nymphéas. Moi, je voyais la séquence mathématique des touches de pinceau, l'algorithme des couleurs, la physique de la lumière se réfractant sur la toile. Je lui expliquais ça, et elle a souri. Elle a pris ma main et a dit « Tu vois la structure du monde, mon amour, mais moi, je vois son âme. C'est pour ça qu'on se complète. » Elle m'a appris à utiliser ma mémoire non seulement pour calculer, mais pour ressentir. Grâce à elle, je me souviens non seulement du cours de l'action de LVMH le 14 juin 1998, mais aussi de la couleur exacte du ciel ce jour-là, de l'odeur de jasmin qui flottait dans notre jardin et du son de son rire quand je lui ai raconté une mauvaise blague. Elle a donné une âme à ma bibliothèque. Elle était mon catalogue, mon index, la seule capable de trouver la chaleur humaine dans mes archives de glace. Après sa mort, ce don est devenu un instrument de torture. Je me souvenais de tout, de la TSF exacte, de la première radio qui a montré la tumeur, du nombre de milligrammes de morphine dans sa dernière perfusion, de la cadence de sa respiration qui ralentissait milliseconde par milliseconde jusqu'au silence final. Je me souvenais de chaque larme, de chaque mot d'amour non dit, de chaque instant de son agonie avec une clarté insoutenable. La bibliothèque qu'elle aimait tant était devenue une chambre de torture. Alors, j'ai fermé la porte. J'ai scellé tous les souvenirs qui la concernaient, tout ce qui était lié à l'émotion, à l'âme. Je n'ai gardé que la partie froide, calculatrice de mon esprit. C'est devenu mon armure et ma prison. Je me suis plongé dans les affaires avec une férocité nouvelle, utilisant ma mémoire pour écraser mes concurrents, pour accumuler, pour construire plus haut, toujours plus haut, comme si je pouvais bâtir une tour qui atteindrait le ciel et me rapprocherait d'elle. C'est à ce moment-là que j'ai perdu Antoine. J'étais physiquement là, mais mon esprit était ailleurs, enfermé dans sa forteresse de chiffres, incapable de lui offrir autre chose que de l'argent. J'ai caché mon don sous une carapace de froideur, car le montrer dans sa totalité, c'était risquer de ressentir à nouveau la douleur de son absence. Et maintenant, ici, dans la rue, tout remonte. Le froid, la faim, l'humiliation ont fissuré l'armure.
les souvenirs affluent, ceux d'Hawa, ceux de mon père, mais aussi les nouveaux, les souvenirs de cette dernière semaine. Je me souviens de tout. Je me souviens du numéro de plaque d'immatriculation de la voiture de mon fils. Je me souviens des 3 petites rides de dégoût qui se sont formées au coin de l'œil droit d'Amandine quand elle m'a regardé. Je me souviens du nom sur le badge du vigile qui m'a poussé avec sa chaussure, B. Traoré, un frère. L'ironie est amère. Je me souviens des mots exacts du jeune livreur. Dégage le vieux, occupe-toi de tes affaires. Il ne pouvait pas savoir que mes affaires, c'était justement de comprendre la logistique et que son entreprise de livraison, Velos Logistics, est une de celles que mon fonds d'investissement envisageait de racheter pour la démanteler. Il m'a insulté alors que je détenais, sans qu'il le sache, une partie de son avenir entre mes mains. Ils m'ont tous sous-estimé, me voyant comme un vieil homme sénile et inoffensif. Ils ne voient pas le disque dur qui enregistre tout derrière mes yeux fatigués. Cette invisibilité est devenue mon plus grand atout. Hier, j'étais assis près d'une sortie de métro, à côté de la Défense. 2 jeunes traders en costume trop cher sont passés devant moi, parlant avec animation. Ils ne m'ont pas accordé un regard. J'étais un meuble. Mais moi, je les ai entendus. L'un d'eux se vantait d'une information qu'il avait eue en avant-première, un délit d'initié concernant la société pharmaceutique Medinova, une de mes concurrentes. Il a donné des chiffres, des noms, des dates, une conversation qui, enregistrée et transmise à l'autorité des marchés financiers, vaudrait des millions d'euros et enverrait ces 2 arrogants en prison pour des années. J'ai tout retenu, chaque mot. Le nom du contact, le montant de la transaction, le timing de l'annonce. Dans mon ancienne vie, j'aurais payé une fortune pour une telle information. Aujourd'hui, on me l'a servi sur un plateau d'argent, simplement parce que pour eux, un sans-abri noir est non seulement invisible, mais aussi sourd et stupide. Ils ne se sont même pas méfiés. C'est le privilège de ceux qui sont au sommet. Ils ne regardent jamais ce qui se passe en bas, jusqu'à ce que le sol se dérobe sous leurs pieds. Mon esprit, que je croyais être ma prison, est en train de redevenir une arme. Mais une arme différente. Avant, c'était une épée pour conquérir. Maintenant, c'est un scalpel pour disséquer. Je ne fais plus que subir les humiliations. Je les collecte, je les analyse, je les classe. L'arrogance de mon fils, la cupidité de sa fiancée, le mépris des passants, la cruauté ordinaire des agents de sécurité, tout cela forme un motif, une tapisserie complexe de la pourriture qui a rongé les fondations de mon propre empire. Je suis le seul à pouvoir voir cette tapisserie dans son intégralité. Maître Dubois m'appelle sur un vieux téléphone prépayé que j'ai caché 1 fois par jour. Je lui dicte mes observations. Des listes de noms, des fragments de conversation, des numéros de compte que j'ai entrevus sur des relevés bancaires jetés à la poubelle. Au début, il pensait que je devenais fou. Maintenant, il est terrifié. Il m'a dit hier, « Samuel, ce que tu as rassemblé, ce n'est pas une stratégie de reprise, c'est une déclaration de guerre. Tu as de quoi faire tomber la moitié du CAC 40. » Et elle a raison. C'est exactement ça. Hawa me disait toujours que ma mémoire était un don de Dieu et que je devais l'utiliser pour construire, pas pour détruire. Pendant des années, surtout après sa mort, j'ai cru qu'elle avait tort. Je l'ai utilisée pour construire un empire froid et sans âme. Mais ici,
dans le dénuement le plus total, je commence à comprendre ce qu'elle voulait dire. Parfois, pour construire quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus juste, il faut d'abord raser l'ancien bâtiment, celui dont les fondations sont corrompues. Il ne s'agit pas de vengeance. La vengeance est une émotion chaude, impulsive. Ce que je ressens est froid, précis, chirurgical. Il s'agit de rééquilibrer la balance. Il s'agit de rappeler à ces gens qui vivent dans leur tour de verre que le monde ne leur appartient pas. Il s'agit de leur montrer que l'homme qu'ils ont piétiné, l'homme qu'ils ont jugé indigne d'un regard, est celui qui a mémorisé le plan de leur propre destruction. Ils ont fait de moi un fantôme, mais ils ont oublié que les fantômes connaissent tous les secrets de la maison qu'ils hantent. Cette tour, là, devant moi, n'est plus seulement mon héritage. C'est un symbole, le symbole d'un monde qui valorise l'apparence plus que la substance, le profit plus que l'humanité. Un monde qui a permis à mon fils de devenir ce qu'il est, et c'est ma faute. Je l'ai élevé au sommet de cette tour, mais je ne lui ai jamais montré ce qu'il y avait en bas. Je ne lui ai jamais parlé de la boue, de la sueur, des humiliations sur lesquelles cette tour a été construite. Je lui ai donné les clés du royaume sans lui en expliquer la géographie, sans lui en montrer les zones d'ombre. Mon test a échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. Il n'a pas révélé un cœur caché chez mon fils, il a révélé le vide, mais il a révélé autre chose en moi. Il a rouvert la porte de la bibliothèque, il a réveillé la voix d'Awa. Et sa voix ne me murmure pas des mots de pardon, elle me murmure des mots de justice. Elle me rappelle que la structure la plus solide peut s'effondrer si un seul fil est mal placé, et mon esprit, ma mémoire, vient de trouver tous les fils mal placés. Le monde, s'il voyait enfin qui je suis, ce que je porte en moi, que se passerait-il? Il verrait l'arme ultime cachée dans le corps le plus vulnérable. Il verrait que la véritable puissance n'est pas dans les comptes en banque ou les titres de propriété, mais dans l'information, dans la connaissance. Ils comprendraient que chaque personne qu'ils ignorent, chaque visage qu'ils méprisent, pourrait être un témoin silencieux de leurs crimes, de leurs mensonges, de leur bassesse. L'homme qui fait leur ménage la nuit, la femme qui leur sert leur café le matin, le sans-abri assis devant leur banque, combien de secrets détiennent-ils? Si le monde voyait ma véritable valeur, il serait pris d'une peur panique. La peur que les murs qu'ils ont construits pour se protéger des pauvres ne soient en réalité faits de verre et que de l'autre côté, nous observions, nous écoutions et nous n'oublions rien. Ma valeur cachée, si elle était révélée, ne me rendrait pas seulement ma fortune, elle changerait les règles du jeu pour tout le monde. Je me souviens de ce conseiller d'orientation qui m'avait dit que je ferais un excellent technicien. Il avait sous-estimé mon potentiel, piégé par ses propres préjugés. Toute ma vie a été une lutte contre cette sous-estimation. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mais à une échelle cosmique. Mon fils, Amandine, les traders, les policiers, ils ont tous commis la même erreur. Ils ont regardé l'emballage et ont jugé le contenu sans même l'ouvrir. Ils ont vu un vieux noir en haillons et ont conclu illettré, simple d'esprit, inoffensif. Ils n'ont pas imaginé un seul instant que cet homme pouvait, dans sa tête, calculer la trajectoire de leur chute avec une précision d'ingénieur. Ils n'ont pas imaginé que, sous la crasse, il y avait un cerveau qui valait plus que tous leurs actifs réunis.
C'est la plus grande ironie de ma vie. J'ai passé 30 ans à construire une réputation d'homme redoutable. Et je n'ai jamais été aussi dangereux que maintenant, où je n'ai plus aucune réputation. C'est dans le zéro absolu que j'ai trouvé la puissance absolue. Le froid commence à devenir insupportable. Je dois bouger, mais avant de partir, je regarde une dernière fois la tour. Je peux visualiser les plans, les conduits de ventilation, les réseaux de fibres optiques. Je connais ses forces et ses faiblesses. Je sais exactement où appuyer pour que tout s'effondre. Pas physiquement, bien sûr, financièrement, structurellement. Je vais utiliser ma mémoire, non pas comme un bulldozer, mais comme un virus informatique. Je vais introduire des données, des vérités, aux bons endroits, au bon moment, et regarder le système se dévorer de l'intérieur. Je vais utiliser les secrets que les puissants m'ont offerts sur un plateau, grâce à leur propre aveuglement. Le jeune livreur qui m'a chassé, il voulait protéger sa marchandise. Il ne savait pas que la marchandise la plus précieuse qu'il transportait, c'était l'information que j'avais déjà stockée dans ma tête. Ils ont tous voulu protéger leur petit trésor matériel, sans se rendre compte que je leur volais ce qu'ils avaient de plus précieux, leurs secrets. Je pense à Antoine, mon fils. La douleur est toujours là, une braise ardente sous la cendre de ma détermination. Est-ce que je fais ça pour lui ou contre lui? Je ne sais plus. Peut-être que la seule façon de le sauver est de détruire le monde qui l'a corrompu. Peut-être qu'en le forçant à toucher le fond, comme je l'ai fait, je lui donnerai une chance de trouver ce qu'il y a de vraiment précieux en lui. Peut-être que je me mens à moi-même et que tout ça n'est qu'une vengeance sophistiquée, habillée des beaux habits de la rédemption. Ma mémoire me donne tous les faits, mais elle ne me donne pas cette réponse. C'est la seule chose qu'elle ne peut pas faire. Elle peut me rappeler chaque mot qu'Hawa a prononcé, mais elle ne peut pas me dire ce qu'elle ferait à ma place. Je suis seul avec ce pouvoir, avec ce fardeau. Je dois choisir la suite, et je crois que j'ai déjà choisi. Je ne vais pas seulement reprendre ce qui m'appartient, je vais le redéfinir. Le vent glacial me rappelle que je ne suis encore qu'un homme fragile, dans un corps qui souffre. Mais mon esprit est en feu. La bibliothèque est grande ouverte, et toutes les lumières sont allumées. Chaque souvenir, chaque donnée, chaque humiliation est à sa place, attendant d'être utilisée. Ce n'est plus seulement une archive, c'est un arsenal. L'homme invisible est armé jusqu'aux dents. Ils m'ont sous-estimé parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer la richesse cachée derrière la pauvreté de mon apparence. Ils ont jugé le livre à sa couverture sale et déchirée, sans soupçonner que les pages contenaient la chronique de leur propre fin. Ils ont cru me jeter une pièce pour acheter ma dignité, mais ce qu'ils ont fait, c'est payer d'avance pour une place au premier rang de leur propre effondrement. Et je serai là pour m'assurer que le spectacle soit inoubliable. Je peux déjà en voir les motifs, les schémas, l'inévitable conclusion. C'est écrit. Il me suffit de tourner les pages. Je serre le petit gris-gris d'Hawa dans ma poche. Il est la seule chose qui n'est pas une donnée, qui n'est pas un souvenir quantifiable. C'est une foi, une encre. Il me rappelle qu'au-delà de la structure, il y a l'âme, et c'est au nom de son âme et de l'âme de tous ceux que ce monde broie et ignore que je vais agir. Je ne suis pas un justicier, je suis juste un homme qui se souvient de tout et qui a décidé qu'il était temps que les dettes soient payées.
toutes les dettes, celles en euros et celles, bien plus importantes, en humanité. Je m'éloigne de la tour, me fondant à nouveau dans la nuit. Je ne suis plus un roi déguisé en mendiant. Je suis un fantôme qui a retrouvé sa mémoire. Et je suis venu hanter l'empire que j'ai moi-même construit. Le premier nom sur ma liste est celui du trader de Medinova. Demain, Maître Dubois passera un appel anonyme. La première pierre va tomber, et ma mémoire parfaite me garantit que je saurai exactement laquelle pousser ensuite. Chacun de nous cache une histoire, une compétence, une valeur que le monde ignore. Et vous? Quelle est la richesse invisible que vous portez en vous et que personne ne soupçonne? La nuit du gala annuel de la Fondation Diarra est arrivée, aussi inévitable qu'une marée. C'était l'événement mondain de l'année, celui où mon fils, Antoine, allait s'établir officiellement comme le nouveau patriarche, le philanthrope éclairé. J'ai passé la journée à me préparer, non pas dans une salle de bain en marbre, mais dans le recoin d'une ruelle. Ma préparation a consisté à trouver, dans une benne de la Croix-Rouge, un manteau un peu moins déchiré que le mien. Il sentait la naphtaline et les vies oubliées, mais il était d'un gris sombre et anonyme. Il me permettrait peut-être de franchir la première barrière, non pas celle de la sécurité, mais celle du regard. Je ne cherchais pas à me déguiser en homme riche, non. Je voulais juste être un fantôme plus net, une silhouette qu'on ne pouvait pas balayer d'un simple coup d'œil. Dans ma poche, ma main ne quittait pas le gris-gris d'Awa. Il était mon armure, mon témoin. Je n'y allais pas pour la vengeance. La vengeance est une chose chaude, désordonnée. Ce que je ressentais était froid, précis, comme l'acier d'un scalpel. J'allais simplement introduire une seule donnée dissonante dans leur système parfaitement huilé, la vérité. Je n'avais pas de plan complexe. Mon plan, c'était moi, mon existence. Ma présence dans leur monde de mensonges serait la seule arme dont j'aurais besoin. Je n'allais pas crier, je n'allais pas accuser, j'allais juste être là, visible, et laisser leur propre arrogance, leur propre mépris écrire la fin de l'histoire. J'ai réussi à entrer par les jardins. Personne ne surveille les entrées de service quand on ressemble à quelqu'un qui vient vider les poubelles. Je me suis caché derrière une rangée de buis taillés, le froid de la pierre d'une statue s'infiltrant dans mon dos. De là, je pouvais voir le spectacle à travers les immenses baies vitrées. C'était un ballet de fantômes en smoking et en robe de soie. Des rires cristallins qui ne cachaient aucune joie, des sourires figés qui ne trahissaient aucune chaleur. Et au centre de tout ça, mon fils, Antoine. Il était sur une petite estrade, un micro à la main. Il parlait. J'entendais des bribes de son discours portés par le vent, des mots comme solidarité, humanité, tendre la main aux plus démunis. Chaque mot était un blasphème. Amandine se tenait à ses côtés, le regardant avec une adoration factice. Sa robe valant probablement de quoi nourrir tout le quartier de mon enfance pendant 1 an. J'ai regardé cette scène, la scène de ma propre vie réécrite par des usurpateurs, et je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de tristesse, juste le vide absolu que mon absence avait laissé et qu'ils avaient rempli avec du clinquant et de l'hypocrisie. J'ai attendu qu'il finisse son discours, qu'il reçoive les applaudissements polis. J'ai attendu le moment où il serait au sommet de sa gloire, entouré de tous ceux qu'il voulait impressionner. C'est à ce moment-là, quand la lumière est la plus vive, que les ombres sont les plus nettes. J'ai fait un pas, puis un autre. J'ai quitté l'ombre des jardins
et je me suis avancé sur la terrasse illuminée, juste devant les baies vitrées. Je ne regardais personne en particulier. Je regardais juste droit devant moi, vers la salle. Je suis resté là, immobile. Un clochard en manteau gris, une tache sur un tableau immaculé. D'abord, personne ne m'a remarqué, puis un invité a froncé les sourcils. Une femme a étouffé un petit cri de surprise. Un murmure a commencé à enfler, se propageant dans la salle comme une onde. Les têtes se sont tournées. Le silence est tombé. Et puis, les yeux d'Antoine ont trouvé les miens. J'ai vu la reconnaissance, une fraction de seconde. Puis l'incompréhension. Puis la panique. Et enfin, une fureur glaciale. Son visage s'est décomposé. Pour lui, j'étais son pire cauchemar. Un cadavre sorti de sa tombe pour ruiner sa fête. Sa réaction a été instantanée, viscérale, dictée par la honte et l'arrogance. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a fait ce qu'il a toujours fait face à ce qui le dérange. Il a voulu l'effacer. Il a fait un signe sec aux agents de sécurité postés près de l'entrée. Sa voix tranchante, fendant le silence. « Sortez-moi cette ordure d'ici, immédiatement, ne le laissez pas approcher. » Le mot « ordure » a résonné sous les lustres en cristal, nu, brutal, révélant la véritable nature de l'homme qui parlait d'humanité 5 minutes plus tôt. Les deux gardes, des colosses en costume, se sont dirigés vers moi. Je n'ai pas bougé, je les attendais. Je regardais mon fils, mon propre sang, donner l'ordre de me jeter dehors comme un chien. Les invités étaient figés, un mélange de gêne et de curiosité malsaine sur leur visage. C'était ça, le point final de mon test. L'ultime humiliation, publique cette fois. Mais alors que le premier garde allait poser la main sur mon épaule, une voix s'est élevée, une voix calme, mais chargée d'une autorité que personne dans cette salle n'aurait osé contester. « Attendez !» C'était Jean-Pierre Lefebvre, le président de la plus grande banque d'investissement d'Europe. Un vieil adversaire, un homme que je respectais plus que beaucoup de mes amis, un lion. Il s'est approché, ignorant complètement Antoine qui bafouillait des excuses. Il a traversé la terrasse et s'est arrêté devant moi. Il m'a regardé, pas mes vêtements, pas ma barbe sale, mes yeux. Il m'a regardé pendant un long moment et j'ai vu la confusion dans son regard se transformer en une certitude stupéfaite. Il a murmuré, sa voix assez forte pour que tout le monde entende. « Samuel ? Samuel Diarra ? Mon Dieu, c'est bien vous ?» Puis, il a fait quelque chose qui a fait basculer le monde. Il a tendu la main, pas une main hésitante, une main franche, offerte à un égal. J'ai serré sa main. Dans ce simple contact, ma dignité m'a été rendue, pas par l'argent, pas par un titre, par le regard d'un homme qui voyait l'homme, et non le déguisement. Je n'ai pas dit un mot, je n'en avais pas besoin. J'ai tenu la main de Lefebvre une seconde, j'ai croisé son regard où je lisais 1000 questions, et j'ai hoché la tête, lentement. Puis j'ai regardé Antoine. Son visage était livide, un masque de cire. Il venait de comprendre, il venait de se condamner lui-même devant tout le Gotha parisien. Il n'a pas été ruiné par une manœuvre boursière, mais par une poignée de main. Amandine, à ses côtés, semblait avoir vieilli de 10 ans, la cupidité dans ses yeux remplacée par une panique pure. Mon rôle était terminé. Je n'avais rien à réclamer, rien à prouver de plus. J'ai lâché la main de Lefebvre, lui ai adressé un dernier signe de tête respectueux et j'ai fait demi-tour. Je me suis éloigné aussi tranquillement que j'étais venu,
laissant derrière moi un silence assourdissant, une salle pleine de gens dont les certitudes venaient de voler en éclats. En retournant dans la nuit, dans le froid qui était redevenu mon royaume, je n'ai ressenti ni triomphe, ni joie, juste une paix profonde, une sorte de tristesse apaisée. J'avais perdu un fils, mais j'avais retrouvé mon père. J'avais retrouvé sa leçon la plus importante. Un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est. Et ce soir, l'homme sans rien avait prouvé qu'il était plus riche que tous ceux qui possédaient tout. Mon héritage n'était pas la tour d'Iara. C'était ça, cette vérité nue et indestructible. Et vous, si on vous enlevait tout, votre argent, votre statut, votre nom, qui seriez-vous vraiment aux yeux du monde? Si mon histoire vous a touché, pensez à ceux qui, autour de vous, vivent peut-être une solitude ou une épreuve invisible. Un simple geste, un mot, un regard qui reconnaît l'autre pour ce qu'il est, peut parfois restaurer une dignité que l'on croyait perdue.